Aujourd'hui, c'est une édition de Xenius un peu particulière. Adrian est déjà en plein dans le sujet. Il est actuellement en train de participer à une expérience. Il s'agit de simuler scientifiquement une maladie qui touche chaque année 15 millions de personnes dans le monde. C'est un accident de santé qui peut survenir n'importe quand et n'importe où, et auquel il faut réagir au quart de tour pour éviter de graves séquelles. En Allemagne et en France, on compte un nouveau cas toutes les 3 minutes. Les patients doivent être transportés le plus vite possible aux urgences, comme ici, à Leipzig. Tout se joue dans le cerveau. Les personnes âgées sont les plus touchées, même si personne n'est à l'abri. Ce jour-là, Suzanne Marie est en visite à Nancy. Cette étudiante allemande a traversé la frontière pour rejoindre une amie française. D'un seul coup, j'ai senti une douleur extrêmement aiguë au niveau du front, du côté gauche. J'ai dû fermer les yeux très fort. Et lorsque je les ai rouverts, tout était complètement différent. J'ai essayé de dire à mon ami que quelque chose n'allait pas, que je ne savais pas ce qui m'arrivait. L'étudiante pense alors être victime d'une crise de migraine. Ensuite, j'ai essayé d'appeler ma mère. J'ai voulu me servir de mon téléphone portable, mais je me suis rendu compte que je ne comprenais plus les signes sur le clavier. C'était comme s'ils étaient écrits en chinois. Son amie décide d'appeler les secours. Suzanne Marie souffre déjà depuis 1 heure lorsqu'elle arrive au CHU de Nancy. Elle y subit un examen complet. Levez votre jambe droite, s'il vous plaît. C'est parfait, vous pouvez relâcher. La jambe gauche, s'il vous plaît. C'est très bien. Vous pourriez me dire si vous voyez les doigts bouger? Oui. Les médecins constatent une perte du champ visuel du côté droit. Non, pas les doigts. Après des examens plus poussés, ils pensent qu'il s'agit d'une migraine ophtalmique. Ils décident de faire passer à la jeune femme un scanner cérébral. L'après-midi, la patiente quitte l'hôpital avec son compagnon, sans diagnostic définitif. Allô? Oui? Ok. Suzanne Marie a du mal à croire ce que le neurologue lui annonce un peu plus tard au téléphone. Oui, je vais. Ouais. Ok. Pour moi, ce sont les personnes âgées qui ont des attaques cérébrales. Je n'aurais jamais pensé que ça puisse aussi arriver à des gens de mon âge. Suzanne Marie a-t-elle vraiment été victime d'un accident vasculaire cérébral malgré l'absence des symptômes habituels, paralysie et troubles du langage? Les médecins français l'envoient à la clinique d'Aschaffenbourg en Allemagne. Sur place, l'équipe médicale confirme le diagnostic et recherche les causes possibles. Je fixe bien l'électrode. Il faut qu'elle tienne pendant 24 heures pour bien tout enregistrer. Holter cardiaque, mesure de la pression artérielle, aucun examen n'explique ce qui s'est passé. Même l'échographie de ses artères carotides ne montre rien d'anormal. Malheureusement, c'est comme ça dans 20 à 30% des cas. On ne trouve aucune cause, malgré tout le mal qu'on se donne. Apparemment, il faut accepter que parfois des problèmes temporaires surviennent au niveau des vaisseaux ou de l'hémostase, occasionnent des dégâts et deviennent ensuite indécelables. Après ça, on m'a dit « Rassurez-vous, vous êtes en bonne santé, vous allez très bien. Ça n'aurait jamais dû arriver. » Mais c'est arrivé. 6 mois plus tard, la patiente trouve un thérapeute à Saarbrück, chez lequel elle va régulièrement faire travailler sa vision. Là, vous avez un bouton. Quand vous voyez un point lumineux, appuyez sur ce bouton. L'important, c'est que vous gardiez le regard fixé sur les points rouges. C'est parti. Du côté droit, Suzanne Marie ne perçoit pas les points lumineux. Sur l'écran, les carrés noirs marquent le déficit de son champ visuel. La récupération spontanée du champ visuel ne se fait que dans les 3 à 6 premiers mois. Elle n'est que partielle et n'est possible que chez certains patients.
Alors il est important que les patients apprennent à compenser ce handicap au moyen de thérapies adaptées. Vous devez faire des mouvements des yeux rapides et saccadés jusqu'au point blanc. Comme ça, aussi direct que possible. Ces exercices l'aideront plus tard, par exemple lors d'une sortie en ville. En fin de séance, le praticien place la patiente en situation réelle. Sur ce tableau, essayez de trouver quel bus se rend à la gare. À la gare? C'est ça, à la gare de Saarbrück. Celui-ci, la ligne 112. Après sa thérapie, Suzanne Marie décide de reprendre les cours à l'université de Francfort. Maintenant, j'arrive à nouveau à supporter le stress des études. Ça m'angoisse et me distrait beaucoup moins qu'au début, même quand il y a beaucoup de monde. C'est terrible ce qui m'est arrivé, et c'est une véritable rupture dans ma vie. Mais dans mon malheur, j'ai eu énormément de chance. Et je sais que je peux vivre avec ma situation actuelle. Je peux même regarder l'avenir avec optimisme. Malgré tout son courage et sa détermination, Suzanne Marie ne retrouvera pourtant jamais un champ visuel complet. Si par bonheur, le taux de mortalité en cas d'AVC ne cesse de diminuer, en contrepartie, les gens sont touchés de plus en plus tôt. Comment limiter les dégâts après un accident vasculaire cérébral? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à Leipzig. Adriane, je vois que de ton côté, vous êtes en plein préparatif. Tu vas expérimenter au plus près cette maladie. Oui, et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Car c'est une première dans Xenius. Alors bon courage. Quant à moi, je vais faire la connaissance d'un robot qui aide à mettre au point des thérapies. Ok, super. Nous voilà donc prêts. Je peux enfin vous dire officiellement bonjour. Je me trouve actuellement au service de neurologie du CHU de Leipzig et dans un instant, mes fonctions cérébrales vont être brouillées. Cela va permettre de simuler un AVC, bien entendu de manière réversible, et le rôle central va être joué par cette bobine d'induction. Et tout cela, avec l'aide du Dr Sauer, ça va sans dire. Vous avez réglé tous les paramètres, il ne vous reste qu'à nous expliquer comment cette expérience fonctionne et ce que vous faites ici au CHU de Leipzig. D'accord. Alors, il s'agit d'une bobine de stimulation transcrânienne. C'est un instrument qu'on utilise souvent en neurologie. Il sert à produire un champ magnétique qui va induire un courant au niveau des tissus sous-jacents du cerveau. Donc lorsqu'une région du cerveau est touchée par ce courant, cela fait comme un AVC. Vous visez une zone en particulier? Tout à fait. Nous ciblons le centre du langage pour bien comprendre comment le cerveau et la fonction du langage récupèrent après un accident vasculaire cérébral. Vous me confirmez que les dégâts ne seront pas durables? Absolument. L'objectif avec cette bobine, c'est de stimuler une région spécifique de votre cerveau qui est importante pour le traitement du langage. Pour cela, nous avons préalablement réalisé une IRM de votre crâne. Et maintenant, nous allons connecter cette IRM à votre tête. Le scan va commencer, à des endroits caractéristiques. Voilà l'endroit précis qui va être perturbé dans mon cerveau. Il est parfaitement ciblé et je vous rassure, ce n'est que temporaire et totalement réversible, contrairement à un véritable AVC. Voyons comment il se produit. Un caillot de sang qui vient se loger à l'intérieur du cerveau. C'est la cause la plus répandue des accidents vasculaires cérébraux. En obstruant une artère, il empêche l'irrigation d'une partie du cerveau. Les cellules cérébrales ne sont plus alimentées en oxygène ni en nutriments. En l'espace de quelques minutes, elles commencent à mourir. Une hémorragie peut également se déclencher à l'intérieur du cerveau. Une veine se rompt, le sang afflue dans le tissu neurologique et le détruit. En cas d'artère obstruée, les médecins disposent d'un traitement d'urgence qui permet de dissoudre le caillot. Le sang peut à nouveau alimenter le cerveau.
Mais ce traitement ne peut être utilisé en cas d'hémorragie. Il ne ferait qu'aggraver le saignement et pourrait tuer le patient. L'accident vasculaire cérébral menace une frange de la population en particulier. Le premier facteur de risque, et de très loin, c'est une pression artérielle élevée. Si l'on arrivait à équilibrer les patients hypertendus, on pourrait observer une chute significative de la fréquence des AVC. Tous les accidents vasculaires cérébraux ne se déclenchent pas à l'intérieur du cerveau. Une pression artérielle élevée peut entraîner des dépôts dans les vaisseaux sanguins, par exemple la carotide. Lorsqu'ils se détachent, ils sont entraînés vers le cerveau où ils obstruent les vaisseaux. Ces dépôts sont typiques des personnes souffrant de troubles du métabolisme, mais également des personnes âgées. D'autres accidents vasculaires cérébraux sont causés par des troubles du rythme cardiaque. Le plus souvent, une oreillette se met à se contracter rapidement et ne pompe plus suffisamment le sang. Celui-ci stagne et s'agglutine. Ce type de caillot est également susceptible de migrer vers le cerveau et de déclencher un AVC. Docteur, l'imagerie médicale vous permet-elle à vous aussi d'identifier les causes d'un AVC, par exemple la présence d'un caillot? Oui, cela se voit très bien. Ici, nous avons le scanner de 2 patients. Le premier patient a fait un infarctus cérébral. On le reconnaît à cette zone sombre. Un vaisseau s'est obstrué et cette région du cerveau a été détruite par manque de sang. De l'autre côté, nous avons un patient chez qui la rupture d'un vaisseau a provoqué un saignement. Ce qu'on voit en clair, c'est du sang qui s'est répandu. Voilà. Et maintenant, ça va chauffer pour mon centre du langage. J'ai un peu l'impression d'avoir la tête dans un étau. C'est parti. Adrian, tu m'entends? Oui. Alors on va commencer l'expérience. Tu vas entendre des phrases et à la fin de chaque phrase, il va falloir que tu décides si le mot est à sa place ou s'il n'a rien à faire là. Le peintre raye l'abeille. L'industriel mérite le compliment. Le dompteur dresse les chevaux. L'athlète fait du sport. La reine contrôle le marché. C'est bon, Adrian, on a fini. On te laisse sortir. Ok. Voilà, j'ai hâte de savoir ce que ça donne. Alors voilà. Alors, comment c'était? Il est un peu traître, votre test. À certains moments, je me suis demandé si le mot existait vraiment, ou s'il s'agissait d'un terme scientifique que je ne connaissais pas. Par contre, je n'ai pas du tout eu l'impression que quelque chose avait été dérangé à l'intérieur de mon cerveau. Vous vous êtes très bien débrouillé. Et votre ressenti n'a rien d'inhabituel. C'est comme ça chez tous nos volontaires. Ils ne se rendent pas compte que leur cerveau est stimulé. C'est un phénomène subliminal. Voilà à quoi ça ressemble. On active un réseau situé dans la moitié gauche du cerveau. Lorsqu'on recoupe vos résultats avec ceux d'un groupe de sujets sains, on se rend vraiment compte des effets de cette stimulation. Je vais vous montrer ce que ça donne. Nous avons stimulé le cerveau ici, à l'avant. Voici la perturbation que nous avons provoquée. Ici, en bleu, l'activation du cerveau diminue au niveau du centre du langage. De l'autre côté, dans l'hémisphère droit, l'activation augmente. Ça veut dire que la perturbation que nous avons induite à gauche par stimulation magnétique transcrânienne provoque une suractivation compensatoire dans l'hémisphère droit. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, celui-ci n'est pas vraiment impliqué dans le traitement du langage. Et avec ça, vous allez tenter de développer d'éventuels traitements pour les personnes qui ont été victimes d'un AVC. Merci beaucoup, Dr Sauer. C'est vraiment un sujet passionnant. Merci de m'avoir permis de participer à cette expérience. Merci à vous.
Dans l'idéal, on préfère éviter que de vastes zones du cerveau soient endommagées après un AVC. Et le seul moyen pour cela, c'est de savoir comment réagir en cas d'urgence. Pompier de Berlin, que puis-je faire pour vous? Chaque jour, la centrale d'appel d'urgence de Berlin gère plus de 3000 appels. Pouvez-vous demander à votre mari de sourire? Est-ce que son sourire est symétrique? Il sourit d'un côté mais pas de l'autre, d'accord. Pouvez-vous demander à votre mari de lever les bras au-dessus de la tête? L'opérateur commence par vérifier s'il pourrait s'agir d'un accident vasculaire cérébral. Un seul bras se lève, c'est ça? Pouvez-vous lui demander de prononcer la phrase suivante? Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Troubles du langage et mouvements asymétriques sont de véritables signaux d'alarme. Une fois qu'ils ont été confirmés au téléphone, l'opérateur envoie une ambulance spécialisée dans les cas d'AVC. Un neurologue et un médecin urgentiste se trouvent à bord du véhicule. Quelques minutes après leur arrivée sur les lieux, le diagnostic est confirmé. Dans l'ambulance, les médecins réalisent sans attendre un scanner cérébral. Il va leur permettre d'établir si c'est un caillot de sang qui est à l'origine de l'AVC. L'image est envoyée aux urgences neurologiques pour examen. Si les médecins peuvent exclure la présence d'une hémorragie cérébrale, ils procèdent à une injection d'altéplase. Le caillot de sang est ainsi dissous dans l'ambulance. Mais attention, l'altéplase doit être administrée dans un délai de quelques heures seulement après l'apparition des premiers symptômes. Au centre de recherche Cicéron, dans le nord de la France, Denis Vivien étudie les effets de l'altéplase depuis plus de 10 ans. Il a découvert que si le médicament est injecté trop tard, il peut entraîner la mort des cellules cérébrales. Lorsque l'altéplase se fixe au neurone, il va demander au neurone de fonctionner plus vite. Dans ce cas-là, c'est notre coureur du dimanche matin qui accélère son rythme de course. Et donc, il va consommer plus d'oxygène, plus de glucose, il a besoin de plus d'énergie puisqu'il court plus vite. Dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral, il n'y a plus cette énergie, il n'y a plus ce glucose et cet oxygène, et on demande aux neurones de fonctionner plus. C'est comme si notre coureur du dimanche matin, on lui demande de courir plus vite, mais sans énergie. On comprend très bien qu'il va très vite s'essouffler et finir par mourir. Et c'est ce qui arrive aux neurones dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral. L'équipe de chercheurs a constaté que l'altéplase s'arrime à un récepteur situé à la surface du neurone. Pour empêcher cela, Denis Vivien a développé un anticorps qui doit bloquer ce récepteur. Conséquence, les effets secondaires de l'altéplase sont atténués en cas d'administration tardive. Des tests sur animaux doivent confirmer l'efficacité de cette méthode. On réalise pour cela des IRM sur des souris chez lesquelles on a déclenché un AVC. Si l'on injecte de l'altéplase plusieurs heures après l'AVC, les dégâts neurologiques sont importants. Il s'agit des zones claires sur ce scanner. Lorsqu'on injecte en plus l'anticorps, la zone endommagée est nettement plus réduite. Les chercheurs étudient également comment les animaux se remettent d'une paralysie due à un AVC. Les souris qui ont reçu l'anticorps se débrouillent nettement mieux sur le parcours imposé. L'idéal serait un médicament aux propriétés semblables à celles de l'altéplase, mais qui pourrait être injecté plus tardivement et sans effet secondaire. Les chercheurs continuent à plancher sur la question. Pour les patients, il est extrêmement important de savoir quels types de mouvements sont encore réalisables et comment il est possible de les réapprendre. Pour cela, ils peuvent recevoir l'aide d'un robot. C'est le cas ici, à l'unité de jour de neurologie cognitive de Leipzig, grâce à l'aide de l'Institut Max Planck. Bonjour, Dr Zem. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Vous avez déjà commencé? Nous sommes en train de démarrer. Vous voulez regarder? Oui. Docteur, si j'ai bien compris, vous travaillez à 3. Médecins, patients et robots. Tout à fait. Quelle est la mission de cette belle machine?
Comme vous le savez sûrement, l'un des symptômes les plus fréquents après un AVC, c'est le trouble du contrôle des mouvements. Grâce à cet appareil, nous pouvons déterminer précisément où se situe le problème chez le patient. Pour cela, nous projetons des cibles visuelles à l'intérieur de ce simulateur et nous demandons aux patients de viser ces cibles. Cet appareil nous permet donc d'évaluer très précisément les déficits dont souffre une personne victime d'un accident vasculaire cérébral. Et pour vous, Monsieur Gottschall? Bonjour. Ça donne quoi? Ça va, merci. Lequel des deux côtés vous pose le plus de soucis? Pour moi, c'est le côté droit, malheureusement. Nous pouvons faire bouger le côté concerné de manière passive, lui faire faire un geste bien précis. Et le patient, lui, doit juste le percevoir. Il n'a rien d'autre à faire que de sentir ce mouvement. Il ne peut pas le voir non plus. Ensuite, ce geste va devoir être reproduit par l'autre côté, celui qui n'a pas été affecté. Si je comprends bien, ça change pas mal votre façon de travailler. Cette meilleure évaluation des patients nous permet en effet de mettre en place des thérapies beaucoup plus ciblées. Nous pouvons leur proposer des programmes sur mesure qui leur feront non seulement travailler la motricité, mais également la perception, par exemple. Merci beaucoup. Avec plaisir. Puisqu'on parle de thérapie, vous allez maintenant découvrir une méthode assez particulière. C'est la thérapie par le miroir. Ça peut paraître fou, mais apparemment, ça fonctionne. De nombreux patients victimes d'attaques cérébrales luttent pour réapprendre les gestes les plus simples. Dans le quartier de Kladow, à Berlin, le neurologue Christian Dohle teste des méthodes thérapeutiques, notamment la thérapie par le miroir. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons nous intéresser à l'image de la main. Pour cela, nous allons travailler avec le reflet de votre main valide. Monsieur Sommer, pour la thérapie par le miroir, il est important que vous regardiez bien la main reflétée dans le miroir pendant toute la durée de la séance. Aujourd'hui, nous allons compter, donc vous allez devoir placer les doigts dans la bonne position. On commence avec le chiffre 3. 1, 5, 4. Le miroir donne au patient l'illusion de pouvoir bouger sa main paralysée. Cela peut inciter les zones endommagées de son cerveau à reprendre le contrôle de sa main gauche. Alors, est-ce que c'était fatigant? Non. Et votre main gauche, vous a-t-elle picoté? Oui, tout le temps. Du poignet jusqu'au bout des doigts? Oui, c'est ça. C'est bon signe dans le cadre de la thérapie par le miroir. Cet exercice permet de rappeler au cerveau l'existence de ce bras. Et s'il fourmille, c'est une bonne chose. On a longtemps écarté cette forme de thérapie. On estimait que ce n'était que des tours de passe-passe. Mais ces dernières années, nous avons eu des preuves scientifiques. Les études montrent que la thérapie par le miroir fonctionne, ce qui a contribué à ce qu'elle soit acceptée et utilisée. Les neurologues ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils veulent améliorer cette thérapie et se penchent maintenant sur la façon dont le cerveau se fait duper. Ici, la caméra et l'écran font office de miroir. Ta mission consiste à ouvrir et à fermer en continu ton pouce et ton index. Voilà, très bien. De temps en temps, tu vas voir ta main se refléter. N'aie pas peur et continue ce que tu fais. Pendant les exercices, les scientifiques enregistrent l'activité cérébrale de la volontaire. Nous sommes en mesure de démontrer que le cerveau se fait réellement berner. Nous avons d'abord testé cette méthode sur des personnes en parfaite santé et maintenant nous sommes capables de la transposer à des patients victimes d'AVC. On voit très bien que chez certains d'entre eux, l'illusion fonctionne. Chez d'autres, ce n'est pas le cas. L'idée serait donc d'utiliser ce procédé pour déterminer en amont si ces patients peuvent tirer un quelconque bénéfice de cette thérapie ou pas. À terme, cela pourrait permettre de mettre en place des traitements sur mesure afin de mieux tirer parti du temps et de l'énergie des patients et de leurs thérapeutes.
Adrian, te revoilà et en pleine forme. Tu n'as vraiment rien senti? Franchement non, et je peux t'assurer que je suis toujours le même. Waouh. Si vous soupçonnez un AVC chez une personne de votre entourage, sachez qu'il y a plusieurs signes d'alerte auxquels vous devez prêter attention. Le moyen mnémotechnique, c'est le mot VITE. V, c'est pour visage paralysé. Vérifiez si lorsque la personne sourit, les deux côtés de son visage sont bien symétriques. I, pour inertie d'un membre. Demandez à la personne de lever les deux mains en même temps. Si elle n'y arrive pas et qu'une de ses mains retombe, ce n'est pas bon signe. T, pour trouble de la parole. Demandez-lui de répéter une phrase simple. et le E, c'est pour en urgence. Il ne faut pas perdre de temps. Composez tout de suite le 112 et restez auprès du patient jusqu'à l'arrivée des secours. Sur ce, prenez soin de vous. On vous dit à bientôt. À la prochaine. Salut. Et surveillez votre pression artérielle.